Jeudi politique, tous les jeudis, 2 députés, 2 sénateurs sont là pour débattre de l'actualité politique française, internationale, etc. Bien, ce matin, c'est le Calvados qui est à l'honneur, puisque, par ordre alphabétique, avec nous, Arthur Delaporte, porte-parole du groupe PS et député du Calvados. Bonjour. Bonjour. Quel Calvados Le Calvados de Caen et de l'Est de Caen. Caen Deuxième et l'Est de Caen. Jérémy Patrier-Létus est aussi avec nous, député Horizon du Calvados. Quel Calvados? Le Calvados rural, celui qui se sent parfois oublié. Voilà. Bon. Calvados rural. On a le Calvados de la ville contre le Calvados rural. Des champs. Alors tiens, justement, François Bayrou, parlons de François Bayrou, parce que François Bayrou défend le rural. C'est ce qu'il a dit, la France d'en bas. Voilà ce qu'il a dit ce matin. L'enjeu de 2027, c'est qu'on arrive à réconcilier la France qui se bat en bas et celle qui décide en haut. Il y a une France qui se bat en bas et une France qui décide en haut. Alors, qui veut commencer? Jérémy Patrier-Létus. En tout cas, on l'a vu sur la crise des agriculteurs. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Il y a effectivement aujourd'hui une France d'en bas, quel sentiment qu'on les oublie, qu'on ferme parfois leurs services publics, qu'on ferme leurs écoles. Et c'est vrai que cette France-là, il faut l'entendre. Après, François Bayrou participe à cette majorité présidentielle, participe à ce gouvernement. Et moi, je l'ai vu mettre en œuvre des mesures qui allaient aussi dans le sens de cette France d'en bas. On pourra en discuter. Et donc, je pense que c'est un objectif qui est partagé au sein de la majorité présidentielle et qui est partagé même au-delà. Bon, alors, Arthur Delaporte, je vais vous donner la parole. Il a ajouté « Je n'ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens ». 2027. Ça veut dire quoi? C'est qu'il annonce presque une candidature à la présidentielle de 2027. C'est terrible pour la majorité, ce qui est en train de se passer en ce moment, parce qu'elle est en train de se disloquer sous nos yeux. On a l'un des poids lourds de cette majorité qui nous gouverne par ailleurs, qui dit, moi, j'ai un désaccord profond avec le président de la République, qui envisage il a dit, j'ai un désaccord profond. Candidature en 2027. Donc ça veut dire qu'on avait déjà quelques fissures, quand même. Jérémy Patrier-Létus, d'ailleurs, il est dans le groupe Horizon, il n'est pas dans le groupe, dans le cœur de la majorité. Ils votaient parfois pas forcément dans le même sens. Moi hier, j'ai observé un texte où le MoDem et Horizon ont voté à chaque fois quasiment contre ce que demandait la rapporteure du gouvernement. Donc voilà, on a une majorité qui est un peu bancale, et là on a Bayrou qui vient assommer finalement des gens qui sont déjà en position d'extrême faiblesse. C'est une fissure. Bruno Retailleau, elle est très loin ce matin. Il disait, c'est la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il ne pourra plus rien faire. Vous savez, sa majorité est déjà éclatée. Elle va se fissurer encore, elle va s'éclater encore un peu plus. Vous savez, moi, ce que j'ai vu, la fracture profonde, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est au moment du vote de la loi immigration. C'est une rupture morale profonde où vous avez une partie de la majorité qui s'est engouffrée dans les jupes des Républicains qui eux-mêmes faisaient la course derrière le Rassemblement national. À partir du moment où vous avez abandonné les principes moraux, on va dire, démocrates chrétiens, humanistes, qui caractérisaient une partie de la majorité, eh bien oui, vous avez derrière des députés qui ne s'y reconnaissent plus. Et moi, je voyais ce malaise des députés du MoDem qui ne voyaient pas le sens de leur action et qui se disaient mais qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que François Bayrou, lui, on peut penser ce qu'il veut, mais il vient de Pau, il sait un peu ce que c'est que la colère des territoires. Il a toujours eu ce côté un peu Paris contre province, quitte à en surjouer. Mais on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, c'est une politique pour les riches, menée par les riches. Et la politique du gouvernement avec Amélie Oudéa-Castéra, par exemple, c'est le symbole de cette édicte déconnectée. Est-ce qu'il a savonné la planche du gouvernement, François Bayrou? Disons clairement les choses. Moi, je viens de voir le tweet de Jean-Louis Bourlange, qui dit François Bayrou vient d'inventer le soutien sans participation. Non. Moi, ce que je constate... Jean-Louis Bourlange qui était très en colère. Attendez, Jean-Louis Bourlange qui était très en colère contre François Bayrou hier soir. On peut bien... Je voudrais dire quand même juste trois éléments. Oui. François Bayrou dit qu'il reste dans la majorité présidentielle. François Bayrou a eu des ministres, notamment une chargée de la cohésion des territoires, de la cohésion entre la France d'en bas et les élites pendant 3 ans. Une proche de lui qui a était chargé de ces questions. Il aura des ministres, si j'ai bien compris, dans le gouvernement de Gabriel Attal. Il y en a un très important, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a souhaité prendre la charge de 2 ministères, ou l'un d'entre eux important, celui de l'Éducation nationale et de l'aménagement du territoire, que le président de la République et le Premier ministre ont préféré faire d'autres choix, et qu'aujourd'hui... Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit « Je ne suis pas en accord avec les choix en matière d'éducation nationale, avec les choix du Premier ministre ». Écoutez, moi, c'est clair. Si on est en désaccord profond avec une ligne politique, on quitte la majorité. On n'a plus de ministre dans un gouvernement, on n'a plus de députés qui soutiennent la majorité. Est-ce que c'est ce que je ne crois pas aujourd'hui? Que je ne crois pas. Il a dit clairement,
nous sommes pleinement dans la majorité présidentielle. Donc comme le dit Arthur, moi ce que je souhaite voir, c'est est-ce qu'il aura des ministres dans le gouvernement et est-ce que les députés Motem continueront de voter des textes de la majorité, ce que je crois profondément. Ils peuvent toujours voter la censure. Pour vous, est-ce qu'ils jouent perso? Je viens de lire comme vous le tweet de Jean-Louis Bourlange. Oui, d'accord. Donc ils jouent perso. Non, mais moi je le dis à mes collègues Modem en tout cas, et même à ceux d'Horizon qui ne s'en sentiraient pas à l'aise, mais assumez, dites que vous êtes dans l'opposition et puis formons une majorité alternative de gauche, sociale. Il y a toujours eu des nuances, regardez sous le mandat de François Hollande, des socialistes, voilà. Arthur de la Porte. Non, mais il est toujours entre Manuel Valls et une partie, il y a toujours eu c'est un exemple frappant. On a, mais c'est vrai. Il faut le dire clairement, on a aujourd'hui une vie politique qui est construite autour d'un bloc central qui va des sociaux-démocrates jusqu'à une droite que nous représentons, nous, à Horizon. Et donc c'est ça la vie politique de notre pays. On a deux blocs. Il paraît qu'Édouard Philippe est aussi très en colère contre Gabriel Attal. C'est vrai ou faux? Je ne sais pas état de ce que pense Édouard Philippe, il le dira lui-même. Ce que je sais, c'est que le président de notre groupe et Édouard Philippe ont dit qu'ils soutenaient clairement les orientations politiques de Gabriel Attal. Nous l'avons dit très clairement, et je peux vous dire que, en étant le benjamin de ce groupe Horizon, on a été, nous, très à l'aise avec les orientations politiques et la politique générale de Gabriel Attal. Pourquoi? Parce que c'est une politique de droite. Parce que c'est une politique qui remet les classes moyennes, au cœur de la vie politique, qui remet la valeur travail au cœur de la vie politique, voilà. Mais arrêtez, il faut pas raconter des carabistouilles, comme diraient d'autres présidents de la République. Non, franchement, moi, quand je vois le discours de politique générale, je me dis qu'en effet, ça peut convenir à la droite dure. Mais je ne comprends pas ceux qui faisaient le jeu dur en même temps et qui, aujourd'hui, acceptent par exemple, qu'on tape toujours plus sur ceux qui ont moins. Quand on parle des riches contre les pauvres ou des élites contre finalement ceux du bas, on voit bien que la décision de l'augmentation des prix de l'énergie qui va ponctionner 8 milliards d'euros sur les classes moyennes, elle est inacceptable quand derrière, on voit que on a des super bénéfices de la part de Total et compagnie et que votre majorité, à l'exception du Modem, a refusé depuis 80 milliards de bouclier énergétique. 80 milliards on a mis sur le bouclier énergétique. Les Français qui nous écoutent savent qu'on les a protégés pendant des années sur le... Ils voient bien que vous avez augmenté les Français n'a pas augmenté jusqu'à aujourd'hui de 15%. Les taxes sur l'électricité. Il voit bien tout ça. On va parler quand même des questions économiques. On va en parler parce que ça a été le cœur, le réarmement, le cœur du réarmement présidentiel le 31 décembre dernier. On va en parler. Il est quelle heure? Il est 9h43. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Nos deux députés restent avec nous jusqu'à 10h. Arthur de la Porte, porte-parole du groupe PS et député du Calvados, et Jérémy Patrié-Létus, député Horizon du Calvados également. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47. Merci d'être avec nous. Arthur de la Porte, porte-parole du groupe PS, député du Calvados, et Jérémy Patrié-Létus, député Horizon du Calvados également. Est-ce que, quand même, je regardais, première nomination, 14 ministres, 11 Paris ou la région parisienne. Ah, franchement, pas un du Sud. Personne. Moi, je fais partie des députés de la majorité qui considèrent effectivement qu'il doit y avoir dans ce gouvernement des députés issus des territoires ruraux. Des députés qui sont élus dans les territoires qui votent Marine Le Pen. Il y aura des députés Horizon qui vont être ministres? J'imagine qu'il y aura des députés Modem, des députés Horizon. Il va y en avoir? Que savez-vous? Dites-nous tout. Dites-nous tout. Ce que je sais, c'est qu'il y aura un gouvernement qui respectera les équilibres politiques de la majorité. Donc il y aura des choix Horizon. Bien sûr, aujourd'hui, dit-on. En tout cas, il y aura des ministres Horizon et Modem, bien sûr, parce que ce gouvernement va représenter la majorité présidentielle et les équilibres politiques. Demandez à Gabriel Attal prendre la République. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'on est sur Sud Radio et que le ministre le plus au sud, je crois qu'il est à Angers. C'est Christophe Béchu. Et au sud de la Loire, il y a pas de ministre qui représente les territoires ruraux. En effet, il y a une question de la représentation géographique. Moi, j'ai jamais été pour dire il faut un par région ou tout ça. Ça n'a pas de sens. Mais il faut quand même se dire qu'il y a beaucoup de parité. Il faut quand même se dire qu'il faut des ministres qui ont des parcours divers, des expériences diverses. Et là, la manière dont il a élargi sa majorité, c'est pas d'un point de vue territorial, c'est plutôt d'un point de vue politique, en allant chercher Rachida Dati, Catherine Vautrin, et donc des ministres qui ont un background, c'est clair, assez orienté politiquement. Mais finalement, qu'est-ce qui parle aux Français? Est-ce qu'on a pris des profils un peu plus originaux? Non. Rien hors du sérail. La société civile, c'est fini. Enfin voilà, maintenant on est sur de la politique. Les questions économiques, je voulais en parler rapidement parce que d'après tous les chiffres qu'on a, le commerce extérieur, déficit 99 milliards, c'est toujours énorme, un peu moins que l'année dernière, mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la croissance assez faible. La croissance, il va falloir trouver de l'argent. Donc peut-être une sorte de rectificatif budgétaire avant les européennes.
Qu'en pensez-vous? Ça ralentit. Ce que je crois profondément, Jacques Bourdin, c'est que la crise que nous traversons depuis quelques années, c'est une crise des classes moyennes. C'est une crise de ceux qui travaillent. Je vais vous donner juste un chiffre. En 1980, après 40 ans d'une vie de labeur, d'une vie de travail, les Français pouvaient doubler leur niveau de vie. Aujourd'hui, en 2023, il faut 80 ans à 90 ans d'une vie de travail pour doubler d'une niveau de vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du pays, à la fin d'une vie de travail, travailler n'est plus un horizon qui permet d'améliorer son niveau de vie. Ça, quelles que soient ces étiquettes politiques. Le constat, on l'a. Vous le faites. Faut le dire. Que faire? On va voir tous les deux quelles sont vos options. On fait des propositions très claires pour que le travail paye mieux. Sur des questions de baisse de charges, de cotisation. On considère qu'il faut mettre la question du partage de la valeur sur la table. On doit faire plus. Et on doit trouver des majorités, je pense même au-delà de la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? Baisse les charges de qui? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Des entreprises, on baisse les charges. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Des particuliers. On sait très bien qu'aujourd'hui... On baisse les charges sociales. Aujourd'hui, on a... C'est-à-dire qu'on a moins de couverture sociale. Aujourd'hui, Jacques Bourdin, vous le savez très bien, on a concentré la baisse des charges autour du SMIC. On a une trappe qui fait que c'est pas intéressant aujourd'hui par un chef d'entreprise d'augmenter quelqu'un au SMIC parce qu'il pèse des baisses des charges. Donc il faut arrêter, et ça, Gabriel Attal l'a dit, c'est pas des mots. On a peut-être SMIC... Non, il faut le faire. On a SMICartisé, c'est vrai, la vie économique de notre pays, on a concentré toutes les baisses de charges autour du SMIC. On a augmenté les enseignants, comme personne n'avait augmenté les enseignants. Mais c'est vrai qu'au milieu de carrière d'un enseignant, on n'est pas allé encore au bout. Il y a une question sur les milieux de carrière, pareil pour les professionnels de santé. Et donc, il faut qu'on aille plus loin pour que tout au long d'une vie de travail, le travail paye mieux. On a encore du boulot. Moi, ce que je trouve déplorable dans ce débat, c'est justement le terme déjà de smicardisation. Ça veut dire que ceux qui sont au SMIC, c'est des smicards. Non. Moi, les gens que je croise dans la rue qui sont au SMIC, ils me disent pas « je suis un smicard », ils finissent pas comme ça. Par contre, oui, ils aimeraient bien qu'on revoie déjà le niveau du SMIC, parce que ça, c'est ce qu'on demande depuis le début du quinquennat. Vous l'avez refusé en permanence, en permanence. Votre seul projet, c'est de dire on va arrêter d'indexer le SMIC sur l'inflation. Ça, c'est ce que propose votre collègue Marc Ferracci. Il est membre de la majorité présidentielle et c'est lui qui est un peu à l'oreille du président de la République quand il s'agit de parler des questions de travail et d'emploi. Donc ça, c'est votre projet caché. Deuxièmement, vous avez dit, on va faire des baisses de charges, 2 milliards d'euros. Mais en même temps, vous ponctionnez 8 milliards d'euros avec, on l'évoquait tout à l'heure, la taxe sur l'électricité. Donc vous voyez bien que c'est un peu déséquilibré, la balance. D'un côté, on donne 2 milliards d'euros gentiment et de l'autre, on en reprend. On a donné 80 milliards d'euros aux Français pour les aider à faire face à la fracture énergétique. Il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous les donnez plus, vous les reprenez. Donc, faut arrêter cette espèce d'imposture de dire on va revaloriser les salaires alors que vous avez refusé, alors on vous le demande depuis 2 ans, d'organiser une conférence sociale sur les salaires. Ça, c'était une des demandes. Emmanuel Macron nous a reçus à Saint-Denis, machin. À chaque fois, on dit la même chose. Une conférence sur les salaires et il ne se passe rien. On ne revalorise pas l'échelle des salaires, ce qui fait qu'il y a un tassement progressif puisque comme le niveau du SMIC il augmente et que les salaires qui sont un peu au-dessus, ils augmentent pas, et ben ça se tasse. Et donc là, il y a en effet la question de comment on arrive à redonner du pouvoir d'achat. C'est pas en faisant des mesures antisociales comme vous le faites. Comment arrive-t-on à augmenter les salaires, à augmenter le pouvoir d'achat? En posant clairement la question de la votre aide. La différence entre vous et moi, c'est que c'est pas en multipliant les chèques et les aides qu'on va y arriver. On va y arriver en désmicartisant la vie économique de notre pays. C'est facile de dire désmicartiser, mais Jérémy, pas facile. On a tout aujourd'hui la concentration des charges et objectifs se font autour du SMIC. Un chef d'entreprise aujourd'hui a intérêt. Jérémy, c'est pas vrai. Il y a quasiment plus de charges au niveau du SMIC. Enfin, déjà, moi je dis des cotisations sociales. Aujourd'hui, il y a des exonérations de cotisations sociales entre 1,5 et 2,5 SMIC qui sont massives. Il y a un rapport qui est sorti il y a 6 mois. Justement, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Membre de la majorité présidentielle qui dit aujourd'hui, c'est difficile d'aller plus loin sur les baisses de charges, même si elles sont Vous savez très bien qu'on concentre toutes les aides. Il y a la question des lissages, des effets de seuil. On concentre une grande majorité des aides. On concentre une grande majorité des aides autour des classes très populaires. Une classe moyenne aujourd'hui, elle touche pas les aides. Écoutez, elle gagne pas. Le SMIC, c'est les classes populaires. C'est à peine 200 euros de plus que le seuil de pauvreté monétaire. Et ces Français-là sont aidés. Ce que nous disent les gens dans les territoires ruraux comme les miens, c'est ceux qui bossent, les classes moyennes, qui on va dire 2 à 3 fois le SMIC, 2 fois le SMIC, n'ont pas d'aide. Et ne peuvent plus vivre avec leur travail. Et là, on a un vrai enjeu, on a un vrai sujet. Ceux qui bossent et qui sont au niveau du SMIC, c'est 20% des Français. € par mois. On n'a plus d'aide. On n'a plus d'aide. On perd du pouvoir d'achat. Oui, enfin, au-delà de 1500. Mais moi, je parle à ceux qui sont déjà à 1500. C'est 20% des Français. Ceux qui sont entre 1500 et 2500, c'est 60% des Français. Et moi, je me dis, déjà, ceux-là, on fait plus rien pour eux. Et ils nous le disent. L'autre jour, j'étais à Saint-Martin. À Saint-Martin, la clinique Saint-Martin, c'est à Caen. Ils sont, pour certains, ils viennent de loin. Ils font 70 km pour venir bosser. Ils gagnent, quand on est brancardier, ils gagnent 48 € de plus que le SMIC au bout de 15 ans.
au bout de 15 ans, 48 € de plus que le SMIC. Ça, c'est pas acceptable. C'est ça de défiscaliser la société. Ça, on est d'accord. C'est un problème plus largement de comment on finance les services, comment on finance la santé, incite à ce que ces gens soient payés plus et restent pas toute notre vie autour du SMIC. Les aides à domicile, par exemple, ne soient pas à 800 € par mois, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont un peu en dessous du SMIC, parce qu'ils sont à temps partiel subi, parce qu'on leur impose finalement des horaires, et parce que l'État ne fait pas assez, notamment sur tous les métiers du lien, qui sont les personnes aujourd'hui qui sont les plus fragilisées. C'est pour ça que les classes moyennes doivent être le combat politique, qui doit réunir une grande partie des responsables politiques. Ceux qui sont en dessous du SMIC, tout le monde. Les Français, c'est que tout le monde. Tout le monde dit ça. Artaud de la Porte depuis tout à l'heure nous parle de ceux qui gagnent le SMIC ou un peu plus. Marine Le Pen se tourne vers les classes moyennes, Gabriel Attal se tourne vers les classes moyennes. Édouard Philippe, donc vous vous tournez vers les classes moyennes. Mais parce que c'est le défi du moment. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une vie de travail ne suffit plus à améliorer son pouvoir d'achat. Ça fait pas 50 ans, ça fait pas 30 ans. C'est des chiffres très récents qui montrent que il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage de la valeur travail. La crise de la valeur travail, c'est pas simplement qu'à la fin du mois on ne boucle pas ses fins de mois. C'est qu'à la fin d'une vie, on n'a pas amélioré sa vie et on a du travail. Au-delà d'espèces de l'élément de langage, de la valeur travail. Déjà, moi je dis la valeur du travail. Ce qu'il faut, c'est que le travail est une valeur. Le travail, c'est pas une valeur en soi. Aujourd'hui, c'est un horizon, c'est un engagement, c'est un outil d'émancipation, mais ça doit pas être le mal travail. Ça doit pas être le travail à n'importe quel prix. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que vous proposez aux Françaises et aux Français avec votre réforme du RSA en disant on va remettre les gens au travail. C'est vous mélangez tout. Le RSA, c'est pas les gens qui gagnent 2 fois ou 2 fois et demi le SMIC, c'est pas les classes moyennes. Moi je parle, vous savez, les classes moyennes, les gens RSA, c'est pas les classes moyennes. Moi je parle aux classes moyennes, sauf que les classes moyennes, c'est aussi des gens qui sont un peu au-dessus du SMIC. Et c'est des gens qui sont au SMIC aussi et qui se disent classe moyenne. Il nous reste une minute, messieurs, il nous reste une minute. Alors, effectivement, il va falloir trouver de l'argent. On est d'accord, l'État va devoir trouver de l'argent. Mais c'est la quadrature du cercle. On a des finances publiques très contraintes, on a une dette qui n'a jamais été aussi élevée, et on doit remettre des milliards dans l'éducation nationale. On fait des choix et des priorités politiques. Et donc ça sera, c'est-à-dire qu'on réarme l'éducation, on fait des choix. Moi je souhaite que l'éducation nationale. On réarme, mais avec quel argent? Et l'argent on le prend où? On définit une politique économique, on relance la croissance. Ça, je veux dire, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 5 ans. Il y a plutôt des résultats. Le taux de chômage a jamais été. Il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats économiques. Ça ralentit. Il y a eu des résultats économiques, et c'est pour ça que Bruno Le Maire est en train de préparer ce que sera aussi le programme économique des années à venir dans des contraintes financières importantes, d'où les choix difficiles, mais les choix nécessaires sur la facture énergétique. On peut plus continuer de financer la facture énergétique de tous les Français. Donc on doit concentrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin. Peut-être que Bruno Le Maire, il aurait dû sortir de son ministère et retourner un peu dans l'ordre, par exemple. On a mis 85 milliards d'euros pour aider les Français à financer leur facture énergétique. On a été le pays européen qui a le plus aidé leurs citoyens à financer leur facture énergétique. Faut le dire. Jérémy, vous faites rien sur la surtaxation des super profits, et ça c'est un vrai sujet. Moi je trouve qu'il y a une question d'inégalité. Elle est ressentie. On a des députés Horizon qui ont proposé la surtaxation des entreprises qui font des surprofits. Vous l'avez pas fait. Oui, parce que ça reviendra sur la table. Merci messieurs. Merci. Après les infos. Merci. Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront Stéphane Rothenberg, l'animateur de Pékin Express, pour le lancement de la 18e saison. Merci. 9h57. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.